Épisode numéro 3. Bonjour Guy. Eh bien bonjour Marc. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue dans notre épisode numéro 3 du podcast Parler Cuisine. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Guy? Eh bien comme nous sommes au printemps, nous allons parler de bouquets aujourd'hui. Mais ce ne seront pas des bouquets de fleurs, ce seront des bouquets de plantes aromatiques et de légumes, puisque je vais vous parler du bouquet garni, du bouquet marmite et des légumes pour le pot-au-feu. Alors je sais que le pot-au-feu c'est quand même plutôt l'hiver, mais comme ça forme un tout, nous en parlerons aujourd'hui. Le bouquet de marmite, je connais le bouquet garni parce qu'on peut même l'acheter en épices préfaites, mais Oui, tout à fait. le bouquet de marmite, il y a une différence? Eh bien oui, en fait, quand on dit différence, on va plutôt parler de continuité. En fait, le bouquet de marmite, il est composé du bouquet garni proprement dit, et puis d'autres légumes qu'on ajoute dans l'eau de cuisson, des aliments, principalement des viandes. Donc je vais vous expliquer tout ça à l'aise. On va commencer par le bouquet garni. Alors le bouquet garni, on le retrouve dans quasiment toutes les recettes de viande à pocher, même de poisson dans certains cas. Et ce n'est vraiment pas compliqué de le réaliser soi-même. Alors comme tu l'as dit Marc, on peut l'acheter tout fait, hein, mais les bouquets garnis qu'on achète tout fait, ils sont bien sûr déshydratés. Or, c'est quand même tellement simple de pouvoir les réaliser soi-même, surtout si on possède par exemple un petit coin de jardinet ou tout simplement un pot dans lequel on a du thym et du persil par exemple. Alors les deux, Une jardinière, oui, une jardinière voilà, de plantes aromatiques comme voilà ça. tout à fait. Ouais. Et les deux éléments qui sont tout à fait incontournables dans le bouquet garni, c'est le thym et le laurier. Alors le thym, bon, tout le monde connaît, il y en a énormément de variétés, il y en a même à peu près 300. C'est une plante qui est au départ originaire du Midi, donc c'est une plante qui pousse dans les sols rocailleux. Et par contre, elle s'est très bien acclimatée dans nos régions, et on dit même que le thym que l'on cultive dans le nord de l'Europe aurait meilleur parfum et meilleur goût que celui qui pousse à l'état sauvage dans la garrigue, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, mais apparemment c'est comme ça. Il faut Ah, ben dire, je confirme. oui, Parce que ici où j'habite, c'est en Angleterre, on achète du thym frais en pot et ça, il a la même odeur. On reconnaît que c'est du thym, mais il a absolument une autre forme. Il est genre frais, fin. C'est un peu comme alors que le thym de la garrigue, il il est est tout sec. sec, En fait, comme des il branches. faut dire aussi que le thym que nous achetons dans nos jardineries ou bien chez nos marchands de légumes est du thym cultivé et donc qui a été forcément amélioré, qui a des branches plus grandes, des branches plus touffues, des branches plus vertes. Et je crois qu'on a aussi développé les arômes au fur et à mesure de la sélection des différentes espèces de thym. Et ça, c'est vraiment la petite plante que je recommande à tout le monde d'en avoir une sur sa fenêtre chez soi, parce qu'on peut toujours couper dedans pour avoir une branche de thym frais, et que le thym frais, malgré tout, est incomparablement supérieur au thym déshydraté. Alors, de quoi avons-nous besoin? Donc, nous avons besoin de thym, que les Français appellent parfois aussi le serpolet, et qu'on appelle la farigoule dans le Midi, c'est le nom local. D'une bonne branchette, hein, je vais vous donner ici pour faire un petit bouquet garni, donc une bonne branchette de thym. On va la passer rapidement sous l'eau pour enlever éventuellement la petite trace de terre qui pourrait s'y accrocher. On a Ou besoin de de poussière. laurier. Pardon? Ou de poussière. Ou de poussière, voilà. On a besoin également de laurier. Mais là, par contre, je vais vraiment devoir mettre nos auditeurs en garde. Il n'y a qu'une seule variété de laurier qui soit comestible et qui soit dépourvue de danger. C'est ce qu'on appelle le laurier sauce. C'est celui qu'on vend déshydraté, mais qu'on vend également sous forme de petits arbustes vivaces, toujours dans les jardineries, hein. C'est un petit arbuste qu'on taille souvent en boule, mais qu'on peut tailler sous d'autres formes. Hein, et si on le laisse pousser, bien sûr, il ne pousse pas dans nos régions du nord comme ça, mais si on le laisse pousser dans des régions, disons, plus chaudes, il peut atteindre jusqu'à 15 mètres, donc c'est un véritable arbre à condition de le laisser vieillir suffisamment. Alors que vous ayez du laurier frais, comme je viens d'expliquer, sur votre terrasse pendant l'été, ou du laurier déshydraté, donc séché, il faut en employer relativement peu. Une feuille par bouquet garni, c'est largement suffisant. Et malheureusement, on voit parfois de belles photos sur papier glacé dans des livres de cuisine, et on vous montre comment on fait un bouquet garni, alors on prend quasiment une poignée de feuilles de laurier. C'est tout à fait contre-productif, parce que le laurier a un goût quand même assez puissant, et d'autre part, le laurier n'est quand même pas dépourvu de danger, même si la variété culinaire est tout à fait saine de toute façon. Alors, je vais vous mettre en garde, c'est contre le laurier
principalement le laurier rose. Alors le laurier rose, c'est un arbre décoratif qui a de très très belles fleurs roses comme son nom l'indique. Les feuilles sont beaucoup plus longues et on m'a raconté il y a encore quelques jours que dans un petit marché local en France, des gens avaient, dans un marché espèce de brocante, on va plutôt dire, hein, des gens qui ne s'y connaissent pas avaient décidé de cueillir leurs feuilles de laurier rose, d'en faire des bottes et de les vendre, je dirais en confondant, disons, par négligence, le laurier cultivé pour la cuisine et le laurier ornemental. Et puis, heureusement, quelqu'un qui s'y connaît en botanique a tout de suite remarqué et a dit, écoutez, ça c'est vraiment à ne pas vendre, parce qu'il faut savoir qu'une seule feuille de laurier rose est mortelle pour l'homme, hein. Donc il ne faut même pas en manger une botte. Et on raconte même qu'à l'époque de la colonisation française dans le nord de l'Afrique, des soldats avaient utilisé des branchettes de laurier rose pour enfiler de la viande, pour la cuire, je dirais, au barbecue, et ils en sont morts sans avoir même consommé la moindre parcelle de feuilles. Donc il est vraiment toxique, aussi bien les fleurs que les branches, que les feuilles, toute la partie, tout ce que l'on peut trouver dans le laurier rose est toxique, donc on ne doit vraiment pas le confondre. Bon, en principe, il n'y a pas de danger puisque on ne le vend pas dans le commerce pour l'alimentation, mais enfin, il ne faudrait pas être tenté, je dirais, si on en a dans son jardin. Donc, une seule feuille de laurier, et puis alors, il faudrait des queues de persil. Alors, des queues de persil, là, par contre, autant j'ai été restrictif pour le laurier, autant je vous dirais qu'on en met quasiment autant qu'on veut. Alors, ça peut être aussi bien du persil plat que du persil frisé. On prend les queues et on forme une espèce de petit bottillon. Généralement, on met le thym et le laurier au centre, on met les queues autour, et ensuite, avec une ficelle de cuisine, c'est-à-dire du fil blanc de coton alimentaire, on va nouer convenablement ce petit bottillon d'herbe aromatique. On va faire un nœud bien serré et on va ensuite le régulariser pour que ce soit joli, cette petite coquetterie. On va couper les bords latéraux gauche et droite pour avoir un petit bottillon bien régulier. Alors la tradition veut également qu'on puisse laisser une petite ficelle d'une quarantaine de centimètres, ce qui permet de l'accrocher éventuellement à une des poignées de la casserole, de manière à pouvoir le récupérer par la suite. Maintenant, il se récupère évidemment très très facilement grâce à une écumoire. Alors, il y a une petite différence entre le bouquet garni à la belge que je viens d'expliquer et le bouquet garni dit à la française. Pour une fois, je dirais que nos amis français, sur ce coup-là, sont un petit peu plus perspicaces que nous. En fait, pour éviter la dispersion des queues de persil, ils vont utiliser une espèce de gaine. Ils vont tout simplement prendre dans la partie blanche du poireau. Hein, ce n'est pas compliqué à faire. Avec un couteau bien effilé, on va découper sur un morceau de blanc de poireau d'une douzaine de centimètres, une toute petite incision de bas en haut, de manière à détacher une ou deux feuilles blanches du poireau, donc de la gaine du poireau, et on va s'en servir pour emballer le thym, le laurier et les queues de persil. C'est beaucoup plus facile pour les nouer ensuite ensemble. De nouveau, on va réaliser un nœud bien serrant et on va égaliser à hauteur de la gaine du poireau. On va couper les queues de persil qui pourraient dépasser. Bon, ce n'est pas utile d'un point de vue gastronomique, c'est simplement plus beau d'un point de vue esthétique. Et voilà, nos bouquets garnis sont préparés. C'est pour ça utiliser dans une cuisson en bouillon. C'est pour faire du bouillon, effectivement. Et alors, on pourrait aussi se poser la question, mais tiens, est-ce qu'on est limité aux herbes que je viens de citer? Non, pas du tout. Si le thym et le laurier sont disons, incontournables parce qu'ils servent de base au bouquet garni et que le persil vient, je dirais, avantageusement les compléter, on peut également mettre de la sauge, par exemple, lorsqu'on fait une cuisson où le porc intervient. On peut mettre du romarin, si par exemple on a une cuisson où l'agneau intervient. On peut mettre même de la coriandre. Pourquoi pas si on fait un bouquet garni destiné à cuire du poisson. Donc on n'est vraiment pas limité au niveau des herbes aromatiques. On peut compléter avec autre chose, mais la base, ce sont les trois herbes que je viens donc de citer. On peut rajouter un clou de girofle? Alors, voilà, on y arrive. Le clou de girofle fait partie du bouquet de marmite. Alors, pour faire un bouquet de marmite, ce n'est vraiment pas compliqué. On part du bouquet garni, qui est la base, et puis on ajoute d'autres légumes que l'on va également éventuellement attacher ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'oignon qu'on va piquer d'un clou de girofle, et je vais en reparler
dans quelques instants. Il y a du poireau, il y a du céleri et il y a des carottes. Alors tout d'abord, l'oignon piqué de clou de girofle. Quand j'étais à l'école, je me rappelle qu'un élève avait réalisé un bouquet marmite pour cuire de la langue, et il avait cru bien faire en piquant l'oignon peut-être d'une dizaine ou d'une quinzaine de clous de girofle. Bon, évidemment, la cuisson était quasiment immangeable, la langue sentait le girofle, et le bouillon, le fond réalisé par cette occasion-là, n'était plus utilisable pour quoi que ce soit d'autre, puisqu'il ne faisait plus qu'empêcher la girofle. Donc, on met un petit clou de girofle sur un oignon et c'est largement suffisant. Alors, pour vous donner une idée, si vous avez un bouillon à réaliser avec un mouillement qui va jusqu'à 4 ou 5 litres, un oignon avec un clou de girofle, c'est suffisant. Et ce n'est que si vous dépassez les 5 ou 6 litres que vous envisagez d'en mettre un deuxième. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je dois réaliser un tout petit bouillon avec 2 litres et demi de mouillement, eh bien, ce n'est pas compliqué. Dans votre assortiment de clous de girofle, vous verrez, ils sont rarement tous de la même taille. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. À ce moment-là, on va choisir vraiment un tout petit clou de girofle si on est dans une quantité de mouillement qui est maximum de 2 litres. On ne va pas prendre le plus gros des clous de girofle qui risque de donner trop de goût à son bouillon. Donc, il faut un oignon piqué d'un clou de girofle, des carottes. Hein. Alors, pour un bouillon, disons, de 4 ou 5 litres de mouillement, 3-4 carottes, c'est à peu près la norme que l'on peut donner. Du céleri. Alors, le céleri, c'est du céleri blanc. Attention, il y a plusieurs variétés de céleri. Il y a le céleri blanc et il y a le céleri vert. Alors, le céleri vert est un céleri qui peut être utilisé également, mais il faut être à ce moment-là extrêmement, je dirais, attentif à la quantité. C'est un céleri qui a beaucoup de goût, et le céleri est souvent un goût qui domine. Donc on va plutôt prendre du céleri blanc qui a le goût sans être trop puissant, ou du céleri vert, mais en mettant à ce moment-là, je dirais avec grande parcimonie. Alors vous avez peut-être déjà, Marc, entendu parler de la livèche. Alors la livèche, finalement, c'est un peu du céleri vert, mais qui est très puissant en goût. On peut également l'utiliser, à condition de le faire avec, je dirais, beaucoup de discrétion. Et puis il y a le poireau qui vient compléter les autres légumes que je viens de citer. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on met du poireau? Est-ce qu'on met du blanc? Est-ce qu'on met du vert? Est-ce qu'on met le vert clair? Alors ben évidemment, si vous mettez du blanc, ça revient plus cher, et le blanc donne un goût très fin. Si vous mettez du vert, c'est généralement la partie du poireau qu'on utilise le moins en cuisine, mais là aussi, vous allez avoir à ce moment-là un petit risque de coloration légèrement verdâtre de votre bouillon ou de votre fond, et le vert est également beaucoup plus puissant, beaucoup plus pointu, beaucoup plus poivré, beaucoup plus piquant, donc on regarde à ne pas en mettre trop par rapport à la quantité d'eau qu'on va utiliser. Hein, donc c'est aussi une question, je dirais, un petit peu de jugement en fonction de la quantité que l'on va mettre par rapport au volume qu'on utilise. Et puis, vous verrez peut-être dans certaines recettes, surtout des recettes françaises un peu anciennes, qu'en France, on complétait jadis le bouquet de marmite par un petit peu de navet. Mais ce sont des habitudes qui sont maintenant en désuétude, et on se limite aux 4 légumes que je viens de citer, donc l'oignon, la carotte, le céleri et le poireau. Et là, on a, avec le bouquet garni, on a ce qu'on appelle le bouquet de marmite. Alors, est-ce qu'il faut couper les légumes ou est-ce qu'il ne faut pas les couper? Tout ça dépend un petit peu. Si on compte réutiliser les légumes pour les manger, par exemple en tant que légumes froids avec de la moutarde ou du pickles, à ce moment-là, on va, je dirais, les laisser les plus grands possibles entiers. Mais si par contre on veut que ça aille vite, parce que c'est aussi une option, on peut très bien tailler ces légumes. Ce n'est pas classique évidemment, mais on peut très bien les tailler en plus petits morceaux. La cuisson est plus rapide et le goût, bien sûr, va mieux se diffuser dans le bouillon. Mais ce n'est pas classique de les couper en petits morceaux. Et alors, quelle est la différence maintenant avec les légumes de pot-au-feu? Eh bien, on prend tout ce que je viens de citer jusqu'à présent et on ajoute d'autres légumes qui sont le navet et le chou. Alors attention, petite précaution, le navet et le chou sont des légumes qui ont beaucoup de goût et il convient généralement de les blanchir. Alors qu'est-ce que cela signifie? Une fois que les légumes ont été nettoyés, on va faire bouillir de l'eau dans un récipient. Il n'est pas nécessaire de la saler, en tout cas dans ce cas-ci. On va y plonger les navets ou les choux ou les 2 légumes séparément l'un après l'autre dans une eau renouvelée bien entendu, dans l'eau bouillante et les laisser cuire pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qu'on appelle le goût fort, le goût un peu violent du chou, du navet, vont être éliminés avec cette première eau et par la suite on n'aura plus que le goût le plus fin, le plus subtil de ces 2 légumes
dans notre pot-au-feu. Alors ce n'est pas une obligation de le faire, nous dirons que c'est une précaution si on veut éviter que la préparation ne sente trop ou le chou ou le navet. On le fait par exemple lorsqu'on utilise des choux de Bruxelles dans un pot-au-feu de viande de bœuf qu'on appelle le hoche-pot et que vous connaissez peut-être, Marc, je n'en sais rien, et qu'on Ah oui, retrouve, c'est traditionnel de Bruxelles, et ça. qu'on retrouve également dans le nord de la France. Donc il convient de blanchir ces navets et ces choux de Bruxelles pour éviter qu'ils ne donnent un goût trop puissant à la préparation. Et voilà, nous avons donc parlé aujourd'hui très rapidement de notre bouquet garni, de notre bouquet de marmite et de nos légumes à pot-au-feu. Bah, le bouquet de marmite, on l'utilise pour quel genre de préparation? Ah bien écoutez, chaque fois qu'on va réaliser ce qu'on appelle un fond blanc, on va l'utiliser. Donc un fond blanc, qu'est-ce que c'est? C'est le nom professionnel qu'on donne à ce qu'une ménagère va appeler un bouillon. Alors le plus connu pour la ménagère, c'est le fond de volaille ou le bouillon de volaille. On réalise avec soit de la poule, du poulet ou éventuellement des carcasses de ces animaux. On a également le fond blanc qui lui est réalisé à partir d'eau de bœuf et de ses légumes. Et puis nous avons le fond blanc de veau qui, comme son nom l'indique, est réalisé à partir de viande et éventuellement d'eau de veau et qui est le plus beau des fonds blancs, je dirais, de grosses bêtes, si je peux parler comme ça. Ok, les carcasses de poulet, je me posais la question, est-ce qu'on peut utiliser des carcasses de poulet rôti pour faire Tout du à fait, fond de volaille? tout à fait. Alors on peut même faire ce qu'on appelle un fond brun de volaille. Et à ce moment-là, je donnerai la recette à l'occasion, on utilise des carcasses qu'on a fait rissoler carrément, et des légumes qu'on a éventuellement même colorés un tout petit peu à la poêle. Et on a à ce moment-là un fond brun de volaille, et on peut le mouiller en partie avec du vin rouge pour lui donner déjà une couleur un petit peu plus prononcée, et ça sert de base à toutes les sauces brunes qui vont accompagner par la suite de la volaille. Alors, la question que je me pose, le bouquet garni, est-ce qu'on peut le réutiliser une fois qu'on n'a plus besoin? Alors, le bouquet garni, ce n'est pas tout à fait comme la gousse de vanille. D'ailleurs, la gousse de vanille, je ne suis pas tellement pour qu'on la réutilise une seconde fois dans le même usage, bien qu'on trouve généralement cette possibilité dans les livres de cuisine. Hein. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec une gousse de vanille pour la réutiliser. En principe, on ne le réutilise pas. Pourquoi? Parce que toutes les feuilles qui étaient sur les branches de thym se sont dispersées dans le liquide, donc il n'y en a plus. Hein. Et alors, je dirais que pour des raisons d'hygiène, comme il y a une très grande surface d'échange et que c'est du bois, hein, puisque le thym c'est quand même un arbrisseau, il y a toute une série de microbes qui peuvent venir proliférer au moment où on va faire refroidir ou laisser refroidir le bouquet garni. Donc d'abord, il a donné tout son goût, quasiment l'essentiel de son goût, et d'autre part, ça pourrait être une source, je dirais, de contamination inutile des aliments. Donc ce n'est pas tellement pour ce que ça coûte, d'autant plus que les queues de persil, elles seront cuites après 1 heure ou 2 de cuisson dans le bouillon. Hein, elles vont être toutes flasques et irrécupérables, donc ce n'est vraiment pas judicieux de réutiliser un bouquet garni une seconde fois, bien entendu, on en refait à nouveau, et ce sera bien plus profitable pour le goût et pour la santé. C'est comme réutiliser un sachet de thé plusieurs fois. Voilà, il y a des gens qui font ça, et je l'ai déjà vu dans le milieu professionnel. Bon, c'est vraiment se gratter pour se faire rire. C'est même, je dirais, aller beaucoup plus loin que récupérer tout simplement des bouts de chandelle finalement, qui là au moins peuvent être fondus et réutilisés à bon escient. Mais là, récupérer des sachets de thé, pourtant ça se fait. Hein. Je dirais que ce n'est pas très très heureux. Le thé a donné son goût, il a infusé pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Même si on le fait sécher, qu'on peut encore en extraire quelque chose, ce n'est vraiment pas très sympa pour le Bon, client de toute façon. alors que ce soit bouquet garni, bouquet de marmite ou alors pot-au-feu, est-ce qu'on peut rajouter des cubes pour booster le goût si on Alors, veut? là, il faut de nouveau expliquer un petit peu comment ça se passe. Si ma raison de faire, je dirais, un fond, c'est d'extraire le goût des aliments que j'y ai plongé, à savoir des viandes, des œufs et des légumes, j'essaye de faire passer dans l'eau qui n'a pas de goût un maximum de ces principes aromatiques. C'est l'osmose qui va travailler, donc on va toujours avoir le passage de la chose la plus concentrée vers la moins concentrée. Donc le but c'est d'extraire par l'eau et par la cuisson et par le temps qui passe les principes gustatifs des éléments que j'ai mis dans mon eau. Si j'ajoute à ce moment-là des cubes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais saturer mon eau à la fois en sel, mais également en éléments gustatifs et aromatiques. Et je vais plutôt donner du goût aux carottes,
j'essaye justement, auquel je demande de donner elle-même du goût. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, si vous réalisez la cuisson d'un poulet, d'une poule ou d'une viande à pot au feu, et que le but c'est que cette viande-là soit consommée par la suite et qu'elle ait du goût, là il n'y a à ce moment-là aucun problème pour mettre un cube d'extrait de viande, de la viande appropriée en fonction de la viande qu'on cuit. Mais si c'est pour simplement faire du fond à partir d'éléments qui ne seront pas récupérés, là c'est vraiment contre-indiqué de mettre des cubes dans le bouillon au moment de le réaliser. Je dirais qu'il vaut même mieux s'en abstenir parce que sinon c'est tout à fait contre-productif d'un point de vue physique. Ok, eh bien, si tu nous donnais la recette du fond de volaille, le fond brun de volaille, en bonus. Je vais donner la recette du fond blanc de volaille dans un premier temps. Donc, on se retrouve sur les bonus que vous pouvez retrouver sur le site parlescuisines.com/bonus. On va pas la rajouter au podcast principal pour pas alourdir cette émission qui nous a donné déjà beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous de notre podcast. On est toujours en phase de démarrage, mais je vois qu'il commence à avoir des abonnés à iTunes. Je vous dis merci. Merci à ceux qui nous écoutent depuis Internet. Merci à ceux qui nous écoutent depuis leur iPhone. Vous pouvez toujours nous laisser une question sur Facebook. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Ceux qui n'ont pas accès à Facebook peuvent nous envoyer plus discrètement une question à l'adresse suivante, question@parlescuisines.com. Et puis, vous avez toutes les informations sur le site internet parlescuisines.com. Merci Guy pour cette émission et on se retrouve sur le site pour les bonus. Et voilà, très bientôt Marc. Au revoir.